temple de la renommée, puisque un certain Shea Weber, un ancien porte-couleur du Canadien de Montréal et des Prédateurs, sera intronisé. Le collègue Renaud Lavoie, le chanceau, est sur place, sur le tapis rouge également. Renaud, Shea Weber, on l'a entendu lorsqu'on l'a appelé pour lui annoncer la nouvelle. Il n'en revenait pas, ne pensait même pas pouvoir être sélectionné. En ce moment, là, sa nervosité, est-ce qu'elle est plus ou moins élevée que lorsqu'il jouait, mettons, un match important? Je pense qu'elle est extrême. Et connaissant Shea, qui est toujours quelqu'un de très réservé, de très posé, je pense que de se présenter devant tous les gens qui l'ont admiré au cours de sa carrière, il ne faut pas oublier non plus qu'il est intronisé au même moment que David Poile, qui a été celui qui l'a repêché. Élisabeth. D'ailleurs, le seul joueur que David Poile a repêché dans toute sa carrière de directeur général à se présenter au Temple de la Renommée, c'est commencé en 1982 là, comme directeur général, c'est Shea Weber. Ça me donne une idée. Ouais. Et pour Weber, ancien capitaine des Canadiens, j'ai comme l'impression que ça va être une journée où les émotions vont être très, très vives parce que on le connaît, on sait qu'il est une personne rangée. Mais tu sais, j'ai vu tellement de gens. Où sont les Canadiens dans son cœur, là? Je vais dire une chose. Première chose qu'il m'a dit dans l'entrevue qu'on a faite ensemble, qui a été présentée samedi soir, c'était lorsqu'il est rentré dans le vestiaire des Canadiens, puis il voyait toutes les photos qui sont dans le vestiaire des joueurs. Ce sont des photos de joueurs qui ont été intronisés au Temple de la Renommée. Donc, sa photo va être au Temple, va être non seulement au Temple, mais va être dans le vestiaire des Canadiens bientôt. Puis pour lui, ça a une grosse valeur. Donc, puis il m'a dit aussi dans l'entrevue qu'il saignait encore lorsque les Canadiens perdaient des matchs, ça lui faisait mal. Donc, j'ai hâte de voir ça, son discours ce soir. Et je pense que ça va peut-être également être une belle façon de mettre un point final à cette carrière dans la LNH, parce qu'on l'entend dire qu'il aurait voulu tellement continuer de jouer au hockey. Il s'ennuie de ses coéquipiers, mais c'est son corps avec les blessures qui l'ont laissé tomber en quelque sorte. Donc, d'avoir cette opportunité de se retrouver au Temple, c'est comme une belle façon, un bon point d'exclamation à la fin de son histoire dans la LNH, hein? Exact. Puis, quand même, on va le dire, il est quand même privilégié chez Weber. Parce que cette année, c'est la première année où on pouvait justement voter à savoir si oui ou non il pouvait être un membre du Temple de la Renommée du hockey. Je te donne un exemple. Jeremy Roenick, lui, va être intronisé aussi ce soir. Attendez-vous à un discours très, très drôle. Je pense que dans le cas de JR, là, lui va prendre le micro, puis ça va être le début du party, tu comprends? Ouais. Mais il y a une chose qui est sûre, lui a attendu 12 ans. Ça faisait 12 ans qu'il attendait l'appel. Et il ne pensait pas que l'appel allait arriver un jour. On décide tout ça à la fin du mois de juin. Autour du 24 juin, c'est là où on appelle les joueurs et on leur dit, bon, bien, tu fais partie du Temple de la Renommée. Il y a un candidat important aussi peut-être pour l'an prochain. Parce que Carey Price va être éligible l'an prochain. Alors ça, on a tous hâte de voir si Carey sera, oui ou non, intronisé à sa première année. On va en parler dans quelques instants avec les gars en studio. Merci, Renaud. Bonne soirée au Temple de la Renommée à Toronto. Merci, Elisabeth. Salut. Oui, on va en parler, messieurs, donc, de cette intronisation parce que, bon, on sait à quel point ce sera important pour Shea Weber pour bien mettre fin à cette carrière dans la LNH. Mais tu sais, il n'y a pas de Coupe Stanley chez Weber. Est-ce que pour vous, c'était naturel de le voir être intronisé au Temple de la Renommée? Aussi rapidement, peut-être pas. Mais pour moi, chez Weber, c'est un joueur qui, quand je jouais, tu demandais qui était un des défenseurs le plus dur à affronter. De tous les pairs de la Ligue nationale, son nom revenait dans la discussion. Parce que dans les tu as joué contre. J'ai joué contre, je me suis battu à 2 reprises contre. C'était pas toujours pour ça qu'il a pris sa retraite plus tôt. Merci, Antoine. Ça compte de toi. Peut-être. Mais mettons que c'était un joueur qui aimait ça, utiliser son bâton. Mais il a quand même gagné 2 médailles d'or olympiques. Il y a 1000 matchs, il y a quasiment 600 points dans la Ligue nationale. Il y a quand même des faits d'armes importants. Oui. Donc, le voir au Temple de la Renommée, est-ce que c'est une surprise? Pour moi, non. Mais aussi rapidement, peut-être, oui. Moi, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas que Shea Weber rentre aussi rapidement. Parce que, tu sais, Renaud le mentionnait, tu as un gars comme Jeremy Roenick qui a eu vraiment un impact sur le hockey américain, quand peut-être le hockey américain n'était pas aussi développé qu'actuellement, qui a attendu 12 ans. Je trouve juste qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement qui auraient peut-être pu être, je te dirais, considéré avant Shea Weber. On ne vous dit pas que Shea Weber ne mérite pas d'être là,
mais il y a quand même des gars qui ont joué avant lui, qui ont eu, je te dirais, des carrières peut-être plus impressionnantes que Schwarber qui n'ont pas encore rentré. Tu sais, on le sait, là, il y a toujours eu un peu de politique dans le choix. Dans la sélection, mais oui. pour moi, en tout cas, quand je regarde un gars comme Jeremy Roenick, je suis content de voir que finalement, on a décidé qu'il soit intronisé. Je trouve tellement que c'est un gars qui a eu un impact dès son arrivée quand il était recruté avec les Blackhawks de Chicago pour connaître toute une carrière. Il n'a pas... Tu sais, on est conscient que tu peux être intronisé si tu n'as pas une Coupe Stanley, mais c'est souvent un des critères qu'on demande quand on est choisi. C'est clair, ça prend des faits d'armes. Oui. Un autre qui sera intronisé ce soir, c'est Pavel Datsyuk. Est-ce que lui aussi, pour vous... Ça, c'est pas ça allait Tu viens de me donner le frisson. Ah oui, hein? Hey, j'ai eu peur. Quand j'embarquais sur la glace, il était sur la glace. Je me dépêchais de revenir au bon pour être sûr de ne pas prendre des moins parce qu'il était tellement dominant. Il était capable de changer l'allure d'un match à lui tout seul. Du fait de sa vision, de la manière dont il se déplaçait sur la glace, c'était tellement fluide, tellement beau. Et écoute, c'était impressionnant parce que avec rien, pas d'espace, il était capable de sortir un jeu exceptionnel. Il y avait 4 joueurs sur lui dans un coin de patinoire, il était capable de les parer, de les tasser d'une main, un petit peu à la Jaromir Jagr. C'était le genre d'athlète qu'ils avaient à Détroit avec lui et c'était vraiment impressionnant. Moi, je te dirais que Datsyuk, non seulement c'est pas une surprise, c'était automatique. Il était pour être intronisé parce qu'il a changé un peu le hockey en lien avec, non, pas juste ses feintes magistrales, mais je pense qu'il a montré à tout le monde qu'être un bon joueur défensif ne veut pas nécessairement dire que ça va avoir un impact sur ton jeu offensif. Ouais. Et c'est un exemple, je pense, Datsyuk, pour les jeunes joueurs qui sont rentrés par la suite, de regarder comment ce joueur-là jouait des deux côtés de la patinoire. Je suis sûr qu'un Patrice Bergeron, par exemple, a été influencé par lui et plusieurs autres joueurs. Et c'est un joueur qui était intimidant. Vous avez vu non seulement les trophées individuels, mais les Coupes Stanley. Quand on vous dit que les Red Wings, c'était une machine, quand tu as des Datsyuk et compagnie, on a vu pourquoi. Mais d'une autre manière aussi, c'est la manière d'amener des habiletés. Je trouve que quand on repense au développement des habiletés, il faisait partie de cette première vague. Il était comme en avance. Il était en avance de sa manière de gérer la rondelle sur la glace, de faire des virages brusques d'une certaine manière, protection de rondelle, repérer des partenaires. C'était vraiment impressionnant de la manière dont lui le faisait. Et j'ai l'impression que ça a pavé la voie à ce qui s'en est suivi. Et les feintes en fusillade, on a vu combien de fois qu'on peut voir encore. Le fameux revers tiré. Écoute, c'était impressionnant. Qu'on voit encore. J'ai le frisson encore. Je veux juste vous présenter les joueurs qui seront éligibles l'an prochain à être intronisés au Temple de la Renommée. Renaud nous a vendu la mèche avec Carey Price qui pourrait donc être sélectionné. Vous voyez, Chara, Getzlaf, Thornton, entre autres, même Subban. Alors, vous en pensez quoi de cette liste, messieurs? Pour moi, il y en a deux qui sont automatiques. Oui. C'est Zdeno Chara, Joe Thornton. Oui. Même s'il n'a pas gagné la Coupe, a tellement joué de match. Impressionnant, a marqué plusieurs générations. Le troisième, je te le laisse, Éric. Ben, Mogilny, moi, je pense. Vincent D'Anfos, il n'est pas sur la liste. Vincent D'Anfos, moi, je Patrick Elias. Comme on a vu Pierre Turgeon l'année passée, je trouvais que ça avait pris du temps pour Pierre Turgeon. Puis je peux dire la même chose pour Vincent D'Anfos. C'est certainement un joueur qui devrait être là. Vous voyez, tu sais, quand tu es rendu à plus de 1000 matchs de jouer, Antoine mentionnait Patrick Elias avec 2 Coupes Stanley. Il est un joueur dominant. Il a eu vraiment un impact avec les Devils de New Jersey. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a eu beaucoup de joueurs avant les noms qu'on vient de voir. C'est sûr qu'ici, on a un penchant pour un gars comme Carey Price et tout ça, et c'est bien beau, mais il y a quand même des gars qui ont passé devant eux autres qui mériteraient d'être là avant Price, avant Subban et compagnie. On va faire notre propre Temple de la Renommée, les gars, puis on va choisir nos joueurs. On va y faire, nous autres, les choix. Au retour, on prend une courte pause et au retour, on parle du Canadien qui a gagné cet après-midi. Antoine, on va parler de cette première période qui a été assez incroyable pour les Stars, du moins. À sens unique. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la concession qu'on inscrit 6 buts comme ça en première période. Disons que ça n'arrive pas souvent. Mais on avait parlé d'entrée de jeu avant la rencontre, qu'on voulait en voir davantage de certains joueurs. C'était le cas de Miro Heiskanen. Et il était là à marquer 2 ce soir. Oui, exactement. Il s'est vraiment levé. Puis, tu sais, c'est le corps arrière de l'équipe. C'est un joueur extrêmement important pour l'attaque, pour l'avantage numérique. C'est dur à croire qu'il n'avait pas encore marqué de but. Et en première période, on l'a vu immédiatement avoir une excellente chance. On va le voir ici. Et déjà, ça commençait bien. Il commençait à avoir des chances dans l'enclave. Et par la suite, on a vu ce qu'il est en mesure de faire. Toute une passe de Marchman, soit dit en passant. On mentionnait, Antoine, comment c'est dur à faire un tir sur réception qui n'est pas sur ton côté fort.
pas beaucoup de joueurs sont en mesure de placer la rondelle comme il l'a fait. Puis je suis sûr que s'il le refait sur 100 fois, il l'a pas 10 du temps. Mais wow, tout un but, parfait. Ici, on voit son échappée. Son accélération, quand il a pris cette échappée-là, a été impressionnante. Ouais. Il est passé de 0 à 100 quasiment en l'espace d'une seconde. Personne qui est capable de le rattraper. Ça montre l'étendue de son coup de patin, à quel point il est fluide, dynamique aussi. Donc, c'est important pour les Stars de voir ce défenseur-là s'impliquer. Mais il y en a d'autres aussi. Mason Marchment, qui a connu toute une période. J'ai regardé ses statistiques. 1 but, 3 passes en 5 minutes 29. Parle-moi de ça au mois de septembre. Ben oui. Où est-ce qu'on signe? On le prend tout de suite. C'est clair. C'est merveilleux. C'est une période incroyable pour les Stars. C'est 6 buts en 12 lancés. Pour les Pingouins, en contrepartie, ça a été difficile. Donc, Vis, qu'on avait lancé des fleurs avant la C'est rencontre. classique. Hein? Quand on vante un gardien... Quand tu le fais. Ils sont pas capables, moi, les je le gardiens. fais. Ils sont pas capables de prendre cette On le pression-là. jinx, malheureusement. Mais dans son cas, Désolé. il y a peut-être la pression de justement du retour de Jarry. Tu sais, peut-être que ça lui a pas joué dans la tête, mais là, il revient dans le giron de l'équipe. Là, c'est un ménage à 3 gardiens de but. C'est clair que tu veux faire une bonne performance, tu te mets de la pression sur les épaules, et là, tu accordes quelques mauvais buts pour décoller. De la manière dont ça va, on va sûrement le revoir dans le match. On va revenir, c'est sûr. Mais c'est ça, parce que Nedeljkovic n'a pas été bien meilleur. Mais je vous entendais parler pendant la rencontre parce qu'on va regarder des images de Sidney Crosby qui a fait signe de frustration, d'impatience, et on le comprend. Mais vous disiez, les gars, que quand vous étiez dans leur patin, ce genre de rencontre-là, à quel point ça vient vous chercher, c'est frustrant. Vous êtes bien en studio, finalement, ce soir. On est très, très bien. Le sentiment que soit tu as fait des erreurs ou que ça n'a pas tellement bien été, je m'ennuie pas trop de ça et d'avoir, en même temps, tu sais, on voit Crosby, c'est pas la première fois qu'on voit Crosby quand ça va pas tellement bien, un peu un geste de frustration, mais c'est tout à fait normal. Tu veux voir une réaction. Si tes joueurs vedettes s'en foutent complètement, on retourne au banc comme si rien. J'aimerais ça être dans le vestiaire pour voir ce qu'on dit. Parce que des fois, l'entraîneur ne viendra même pas. À 6-0, là, peu importe ce que l'entraîneur va dire, des fois, les entraîneurs sont tellement fâchés qu'il est mieux pas aller dans le vestiaire. Laisse ça aux joueurs. Ça peut avoir un petit meeting à l'interne. On va jouer un peu sur la fierté, Antoine. Là. Ça va à un moment donné. C'est sûr que la chambre est à l'envers. Tu sais, mettons, quand je me rappelle des matchs comme ça, ça se parlait dans le blanc des yeux assez rapidement. C'est sûr que tu veux pas jouer au jeu de ça, c'est ta faute, ça, c'est ta faute. On prend possession de nos moyens, on finit le match, tant bien même qu'on peut bien le finir. Ça sera pas nécessairement évident, mais tu veux au moins donner 2 bonnes périodes. Ça arrive des mauvaises périodes. On l'a vu clairement. Les Pingouins étaient juste pas capables d'aller dans la zone des Stars. À part leur première présence où ils ont une chance de marquer, par la suite, ils faisaient souvent arrêter à la ligne bleue et ça revenait tout de suite dans leur visage. Donc, c'était difficile. Tu parlais de l'entraîneur-chef. Si on regarde Mike Sullivan et Alex Picard en parlaient avant d'aller à l'entracte, mais il disait, est-ce que c'est le début de la fin? Il entame sa 10e campagne derrière le banc des Pingouins. Ça ne commence pas comme on souhaitait du côté des Pingouins. Vous pensez quoi? Moi, je pense à le début de la fin. Toute bonne chose a une fin. Puis c'est clair qu'avec les performances, c'est l'option la plus facile à faire dans j'allais dire, parce que est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est l'équipe qu'on a à la disposition? On a une combinaison de tout. C'est parce que le noyau est le même là, depuis quand même plusieurs années. Et clairement, on a ajouté des joueurs au fil des années. On en a eu dernièrement. Moi, je te dirais, Carl Dubas, je trouve qu'il a pris de mauvaises décisions aussi. Donc, mais ça ne sera pas Carl Dubas qui va écoper parce qu'ils viennent d'arriver. Il y a encore, tu sais, je te dirais que l'entraîneur va payer bien avant le directeur général. Mais malheureusement, quand tu vois une équipe s'effondrer de la sorte, tu n'as pas le choix de prendre un petit peu, de regarder l'entraîneur. C'est pas l'unique responsable des déboires, mais il y a certainement un grand rôle à jouer. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse jusqu'à présent du côté des Pingouins. Non, c'est clair. Puis ça revient à leur séquence de 6 défaites consécutives. Ça a été long avant de rembarquer dans la roue. Là, c'est un match difficile. Ils sont capables de faire des très bons matchs, des moins bons matchs. Ils n'ont aucune constance. Ça, c'est difficile. Et on joue pas très bien en équipe. C'est un peu ce que je reviens à ce que je disais. Quand on se supporte pas, on est arrêté facilement à la ligne bleue et ça fait des revirements et ça alimente l'autre équipe. C'est clairement ce qu'on a vu en première période. Ouais. Messieurs, je veux qu'on aille voir les faits saillants d'un autre match que l'on surveille ce soir pour vous. C'est comme une confrontation entre 2 des pires équipes de la Ligue, mais quand même, entre les Sharks et les Flyers. Ça prend quand même un gagnant. Alors, pour le moment, pour le moment, les Flyers mènent 2-0. Regardez le premier but inscrit par Eric Johnson. C'est son premier de la saison. C'était alors 1-0 pour les Flyers. En avantage numérique, ensuite, toujours en première période, les Flyers vont
récidivé. Et cette fois-ci, c'est Travis Konechny qui va marquer son 8e de la saison. Alors, on suit ça. C'est 2-0 pour le moment pour les Flyers. Messieurs, rapidement, on voulait faire un segment sur à qui vous remettez le Hart après un premier mois dans la Ligue nationale. On va le faire plus rapidement parce qu'on a vraiment parlé longtemps de ce qui se passe dans cette première période entre les Stars et les Penguins. Mais si vous deviez remettre le trophée après un début de saison, à qui vous le donnez? On a les mêmes choix. Oui, hein? On a des bonnes opinions, Éric. C'est bon. Je Vous entendez félicite. tellement bien. J'ai toujours su que tu connaissais ton hockey, Antoine. Mais pour ma part, moi, j'irais avec Connor Hellebuyck. Parce que Connor Hellebuyck fait toute la différence du côté de Winnipeg. C'est impressionnant de voir à quel point c'est une stabilité dans le filet. Il est match après match, il a une efficacité hors norme. Et c'est pas pour rien que Winnipeg ont une fiche impressionnante de 13, 14. On est rendu à 14, une défaite. C'est sensationnel. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est drôle, on dirait qu'on ne pense jamais aux gardiens. On est toujours en train de regarder des joueurs ou des défenseurs. Et Hellebuyck doit faire partie de la conversation. Je vais aussi avec Kaprizov, parce que dans le cas de Kaprizov, par rapport à la façon qu'il est entouré, c'est un joueur que si tu l'enlèves de l'alignement du Wild, oubliez ça, il n'y a plus rien qui se passe. C'est vraiment eu le cœur de l'attaque. C'est pas que McKinnon ne le mérite pas, mais je trouve juste qu'un gars comme Kaprizov, il est moins bien entouré offensivement. Il n'y a pas le Kelmacher avec lui. Donc, moi, je te dirais que dans l'ensemble, une des surprises de la saison, c'est le Wild et c'est une des raisons principales. Puis, ces deux équipes-là, pour poursuivre sur ton point de McKinnon, sont en série en ce moment. Puis, pour notre part, mais en tout cas pour ma part, ça fait une grosse différence quand il vient le temps de choisir qui est le meilleur joueur de la Ligue. Tu vois, on est capable de... On s'entend, mais félicitations. C'est bon, Antoine, tu l'as eu. Tout le monde est content. Hey, place à la deuxième période. On va voir